BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invitée, c'est Caroline Désir, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va revenir dans un instant sur la gestion des écoles et les conséquences de la crise Covid-19. Je vais vous poser une première question quand même sur la place des femmes dans la société, sur le rôle de l'éducation. On parlait il y a quelques minutes avec Sylvie Wosberg des violences faites aux femmes. Est-ce qu'on fait suffisamment en matière de prévention dans nos écoles et notamment ce qu'on appelle l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle? Est-ce que les garçons sont suffisamment sensibilisés au respect qu'ils doivent aux femmes ou est-ce qu'on peut progresser ? On peut toujours progresser évidemment en la matière et les écoles sont par définition des environnements essentiels pour empêcher qu'on perpétue des stéréotypes et des préjugés. Et donc on mise beaucoup avec mes collègues, femmes ministres dans différents gouvernements sur l'évolution notamment des animations EVRAS dans les écoles. Vous savez que jusqu'ici elles sont supposées se donner partout, être obligatoires. On sait que ça se fait malheureusement à géométrie trop variable entre les niveaux d'enseignement et les types d'enseignement. Et donc notre volonté c'est de définir un label pour ces animations EVRAS et de les rendre obligatoires partout. Donc elles ne sont pas encore obligatoires, elles le seront bientôt ? Elles sont obligatoires en théorie, mais on voit bien que sur le terrain en pratique, ça n'est pas encore tout à fait le cas. Et ce qui est important pour nous, c'est cette idée de label aussi, parce qu'on doit s'assurer que ceux qui viennent parler d'EVRAS dans les écoles soient qualifiés pour le faire. Alors, on parle beaucoup d'un retour en présentiel des différents niveaux d'enseignement. C'est pour la fin des vacances de Pâques, donc pour le 19 avril, pour l'intégralité des élèves du secondaire. Vous avez annoncé ce matin que vous souhaiteriez qu'on aille plus vite pour certaines classes, pour les 3e et pour les 4e. Quand est-ce que ces élèves-là pourraient retourner en cours, d'après vous ? Oui, donc le Codeco nous a bien confié aux différents ministres de l'enseignement du pays la responsabilité d'organiser finalement ce retour des élèves. Ils ont fixé la date définitive du 19 avril pour un retour de tout le monde. Mais effectivement, je mise sur la table la possibilité de faire ce retour de manière progressive et en permettant alors à une partie des élèves, je pense aux 3e et 4e secondaires, d'opérer ce retour en présentiel déjà en partie avant les vacances de Pâques, ce qui nous permettrait alors de bénéficier de cette période de 2 semaines des vacances de Pâques pour un petit peu refroidir le système, comme on dit, sur le plan épidémiologique. Ça veut dire qu'on éviterait le retour de toutes les classes d'un coup au 19 avril. On aurait une anticipation pour les 3e et 4e secondaires. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est en tout cas ce que je vais proposer avec mes collègues aux experts sanitaires, parce qu'il nous semble difficile finalement d'organiser ce retour de tous les élèves en même temps au sortir des vacances de Pâques, et ça nous semble plus intelligent de progresser, de faire ça de manière progressive. Oui, ça veut dire que le dernier mot est aux experts ou le dernier mot est au ministre de l'Éducation ? Vous savez, ça fait toujours l'objet de concertation. On essaye vraiment de travailler en bonne intelligence avec eux parce qu'on n'a pas non plus intérêt à prendre quoi que ce soit comme risque par rapport à la situation sanitaire. Ouais, on sait que les experts ne sont pas toujours favorables au retour en classe et on sait que ce scénario qui était déjà sur la table il y a quelques semaines n'a finalement pas été retenu par le comité de concertation. Il va quand même se réaliser. Il y a une chance qu'il se réalise, Caroline Désir, ou c'est juste du positionnement ? Non, j'espère évidemment qu'il y a une chance que ça se concrétise. On a déjà eu certains échanges avec les experts. Ils sont très soutenants, je dois le dire ici, par rapport à l'enseignement obligatoire. Ils nous ont toujours soutenus pour que les écoles restent ouvertes, etc. Maintenant, on sait évidemment que les écoles secondaires, c'est beaucoup d'élèves, c'est beaucoup de croisements, etc. Donc, ils sont aussi toujours prudents. C'est logique, ils sont dans leur rôle. Les dates que vous avez avancées pour ce retour anticipé, ça pourrait être le 22 ou le 29 mars. Vous avez aussi dit qu'il fallait au moins 10 jours aux écoles et aux parents pour s'organiser. Ça veut dire que la décision elle doit être prise cette semaine ? Oui, très rapidement cette semaine, puisqu'on doit permettre aux équipes éducatives de s'organiser pour ce retour. On doit prévenir les parents et les élèves suffisamment en amont. Il faut aussi évidemment que ça ait encore du sens, que ce soit 1 ou 2 semaines de cours. Franchement, chaque semaine qu'on peut anticiper est bonne à prendre parce que la situation est très difficile sur le terrain. Je voudrais encore une fois le redire. Toutes les semaines, nous avons des directions d'école qui nous écrivent aussi, même des élèves, pour nous dire qu'il est urgent qu'ils reviennent en présentiel à 100% parce que l'hybridation dure maintenant depuis vraiment longtemps. Si on va jusqu'à Pâques, ce sera 17 semaines en tout d'enseignement hybride. C'est très compliqué sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par les 3e et 4e et pas par les rétos, par exemple ?
C'est un choix évidemment pas facile parce que tout le monde voudrait rentrer en premier, mais et d'ailleurs ça ne fait pas l'unanimité totale parmi les acteurs de l'enseignement, mais on entend quand même souvent dire que les 3e et 4e étant plus jeunes ont plus de difficultés à gérer l'hybridation parce qu'ils sont un petit peu moins autonomes sur le plan des apprentissages. Ouais. Une précision, qu'est-ce que vous répondez aux enseignants qui peuvent être frileux et qui disent oui, c'est bien gentil de nous faire reprendre les cours intégralement en présentiel, mais nous on n'est toujours pas vaccinés? Oui, effectivement, et vous savez que chaque fois qu'on peut, on revient avec cette question de la vaccination des enseignants. J'espère qu'il y aura encore une porte qui s'ouvrira pour des groupes de professionnels prioritaires et qu'on pourra les y intégrer. Mais jusque-là, on a toujours quand même veillé à la sécurité des membres du personnel avec des mesures sanitaires importantes comme le port du masque tout le temps, l'aération des locaux, l'hygiène. Donc voilà, je crois qu'on fait vraiment le maximum pour que les écoles soient des lieux sécurisés et qu'en cas de contamination, on prenne les mesures qui s'imposent le plus rapidement possible, en allant parfois jusqu'à fermer une classe ou même toute une école. Alors, autre question qu'on souhaite vous poser, c'est le problème du testing. On avait annoncé, il y a un mois déjà, qu'on allait mener une opération de testing systématique dans les écoles, justement pour avoir une photographie en temps réel de la contamination et pouvoir aussi agir rapidement lorsque on pouvait détecter un cluster. En tout cas, lorsque des professeurs se révélaient positifs, ça permettait d'agir plus vite et éventuellement de tester rapidement les élèves. On en est où de ce projet ? Donc, il y a un projet pilote qui sera lancé officiellement demain dans 20 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un projet pilote qui démarre en même temps aussi en Flandre et en communauté germanophone. En fait, le souhait de la CIM Santé et des ministres de l'enseignement, c'est simplement d'évaluer la faisabilité et la pertinence d'utiliser ces tests salivaires pour détecter rapidement d'éventuelles contaminations au sein des équipes éducatives et aussi, évidemment, de prévenir au maximum et le plus vite possible l'apparition de foyers de contamination au départ des adultes dans les écoles. Donc là, c'est un test sur une vingtaine d'écoles à partir de demain. Si le test est concluant, on le généralise bien à toutes les écoles ? Il faudra effectivement répondre aux défis logistiques immenses qui se posent dans les écoles pour réaliser ça. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien d'après les premières informations que j'ai. Et on verra comment étendre ce testing par la suite. Ouais. Alors, autre question, autre sujet. Il y a aujourd'hui la présentation au Sénat de la méthode de travail du gouvernement fédéral en matière de réforme institutionnelle. On parle de plus en plus d'une Belgique à 4 régions. Est-ce que si ce scénario se confirme, ce sera la fin de la fédération Wallonie-Bruxelles et donc la fin d'une ministre de l'Éducation qui s'occupe à la fois de l'enseignement des Wallons et des Bruxellois ? C'est difficile évidemment à ce stade de répondre à cette question puisqu'on n'a pas encore un modèle vraiment précis qui nous est présenté. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on réfléchisse à une réorganisation de nos institutions si le but est bien de rendre nos institutions plus efficaces et d'aller vers une structure d'État plus lisible. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on doit entrer dans cette discussion avec un a priori sur le modèle. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions, qu'on cherche à voir à quel objectif on essaye de répondre. Comment est-ce qu'on va traiter la question de Bruxelles là-dedans ? Bruxelles qui doit rester bien sûr une région à part entière, mais qui est aussi jusqu'à ce jour la capitale de la communauté flamande. Comment est-ce qu'on assure la nécessaire solidarité entre Wallons et Bruxellois et quelles sont les matières finalement pour lesquelles une régionalisation constitue une plus-value ? Quelles sont les matières pour lesquelles il faudrait une coordination plus forte ? Évidemment, moi je pense en priorité à l'enseignement. On peut évidemment se poser la question, est-ce qu'on doit avoir, par exemple, des référentiels différents en mathématiques en Wallonie et à Bruxelles ? Est-ce qu'on doit dédoubler toutes les administrations de l'enseignement ? Comment est-ce qu'on gère le pacte pour un enseignement d'excellence qui est une réforme systémique de notre enseignement qui est censée encore s'étaler sur plusieurs années ? Donc, énormément de questions. Je n'ai pas encore l'ensemble des réponses à tout ça, mais je pense vraiment qu'on doit se les poser. J'entends que vous posez beaucoup de questions. Ça veut dire que vous n'êtes pas une chaude partisane de la régionalisation de l'enseignement et on ne se pose plus de questions après. Ça vous semble plus compliqué que ça ?
Ça me semble plus compliqué que ça, certainement parce que, comme je vous le disais, je suis en train de piloter une réforme d'envergure qui touche absolument à tous les domaines de notre système scolaire, qui repose sur un équilibre fragile avec les acteurs et sur une administration qui est unique aujourd'hui, centralisée. Et donc, ma question, c'est simplement comment est-ce qu'on organise ça si on dédouble cette compétence entre deux ministres, même si on prévoit des accords de coopération. C'est vraiment des questions un petit peu concrètes et pragmatiques que je pose ici, mais je pense qu'il faut y réfléchir très clairement. On vous sent sceptique, Caroline Désir? Mais oui, forcément, parce que je suis à la manœuvre sur ces dossiers. Je me rends compte de la difficulté aujourd'hui de parler de la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles au milieu d'une telle réforme. Ouais. Une dernière question. Vous avez travaillé sur une réforme de ce fameux décret inscription. Vous avez dit ce matin, la réforme est prête. Quand est-ce qu'elle va être présentée ? Mais écoutez, dans les tout prochains jours, comme je vous le disais ce matin, donc nous sommes dans les derniers intercabinets avant de déposer l'avant-projet de décret au gouvernement. Ouais. Est-ce que ça changera beaucoup de choses pour les élèves et leurs familles lorsqu'ils vont devoir rechercher une école pour le secondaire dans les années à venir ? Ce sera l'application pour quelle rentrée déjà ? Donc, ce sera bien d'application pour la rentrée de 2022, pour la procédure d'inscription donc, qui commencera en février 2022. Donc, c'est vrai qu'on est dans un timing un petit peu serré. Donc, c'est pour les élèves qui rentreront dans le secondaire en 2023 ? Oui, en septembre 2022. Septembre 2022. Il y aura beaucoup de changements. On garde le même système avec un certain nombre de critères ? Mais donc, je répondrai à toutes vos questions, je vous le promets, mais je vais encore réserver la primeur de tout ça à mon gouvernement, puisque le texte n'est pas encore passé en première lecture. C'est un dossier sensible, explosif, vous en avez conscience, j'imagine ? Bien entendu, je sais à quel point c'est un dossier difficile, ça l'a toujours été, et donc parce qu'on touche évidemment au choix d'une école à un moment crucial dans la scolarité des élèves. Donc on va vraiment essayer d'améliorer au maximum le système. Merci Caroline Désir, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer donc notamment la possibilité, ce sera confirmé dans les jours à venir, d'avancer la rentrée pour les 3e et 4e secondaires, peut-être au 22, peut-être au 29 mars. Merci à vous.